Ok, yes, c'est parti. Bonjour à tous. Super content d'être à Nantes pour parler un peu du coup Compose, un peu l'histoire de notre design system sur Compose. On travaille depuis à peu près 2 ans et avec particulièrement un focus sur l'API design qu'on a mis en place pour construire nos composants utilisés dans notre design system. En petite intro, je m'appelle Julien Selvi, je suis lead Android Engineer chez Aircall. Je suis basé à Paris. On fait une solution de téléphonie pour les entreprises basée dans le cloud. Et à côté de ça, je fais partie du programme Google Developer Expert sur la technologie Android. Et je code principalement en short. Et je poste toujours des trucs sur Twitter, des trucs tech sur Android. Donc je suis à peu près toujours par là-bas. On va rentrer un peu dans le dur du sujet. Je vais présenter, faire une petite introduction et poser un peu le contexte de notre design system, un peu d'où on est parti, des idées, des premiers concepts, etc. Pour ensuite aller vraiment sur le corps du design system avec les fonctionnalités de tokens, comment on a mis en place un peu les différents composants, les différentes itérations qu'on a mis en place pour, je vais principalement faire un focus sur notre API de boutons. Comment on est parti d'un simple bouton Material 2 à avoir une implémentation custom, wrapperisée, etc. Et à la fin, je vais partager un petit peu de tips sur la migration d'un tout nouveau design system avec Compose dans votre d'actuel, sans essayer de disrupter trop vos applications. Avec quelques petites démos à la fin. Ok, donc je vais partir un peu sur une introduction et poser le contexte. Et la première chose que j'avais mis dans le CSP, là, dans la description du talk, c'est qu'on a mis à peu près 2 ans à peu près à le sortir. Donc c'est un peu genre le lièvre et la tortue. On a pris notre temps, on s'est pas précipité. Et du coup, pourquoi on est parti sur Compose ? D'abord parce que c'est cool. Mais pas que. En gros, en pariant sur Compose, on a à peu près dans l'équipe chacun testé Compose de notre côté quand c'était encore la dev preview, l'alpha, bêta, etc. Donc un peu sans trop, on va dire, on y va, on met de cache en prod, on part sur un nouveau design system et on verra si les performances sont là. On a pris du temps, mais par contre, on a vu que Compose, ça allait clairement améliorer notre productivité. On déploie moins de code, clairement. Et on a tout de suite vu que ça allait clairement nous faciliter l'intégration dans nos applications des différents écrans et composants. On a vu aussi tout de suite que ça allait améliorer la maintenabilité dans le futur. Quand on a vu à quel point c'était facile de créer des écrans et à quel point on peut s'enlever des logiques d'XML, etc. On a vu de vue. Désolé, c'est la fin de la journée. Qu'on pouvait gagner entre 20-25%. Et quand on a migré les premiers écrans fin d'année dernière en production, ça s'est avéré jusqu'à même 30-40% sur certains écrans de code en moins par rapport à l'implémentation XML View. Donc c'est un point assez important et aussi c'est un bon point pour le futur. Nous, on a tout de suite parié que parier sur Compose sur le long terme serait on va dire un framework future-proof. Donc on a parié sur Compose comme étant le futur framework UI d'Android et pour l'instant ça se confirme. En tout cas pour la partie native. Et pourquoi avoir un design system ? Parce que c'est cool aussi, mais pas que. Avoir un design system, ça permet de garder une certaine consistance à travers tous vos écrans, d'avoir vraiment des composants normés, standardisés, et on permet aussi on va dire une maintenance assez facile et d'amélioration autour de chaque composant. Si votre team design change certains composants, ça va permettre de pas galérer sur 10 000 écrans à changer une simple couleur de bouton. D'avoir aussi une meilleure productivité, un peu en rapport avec Compose aussi, d'avoir des composants prédéfinis, facilement customisables, etc. Donc ça va réduire le temps de production, temps de mise en prod.
et d'avoir un peu une itération assez simple, assez smooth sur le temps. Comme j'ai dit, là, genre, si on veut changer genre un radius d'un élément, une couleur d'un bouton, la taille d'un texte, théoriquement, il y a juste on va dire, à configurer un bon design system pour ensuite avoir l'impact dans toute son application. Ok, je disais un peu lièvre et la tortue. Les premières expérimentations qu'on a faites, un peu de notre côté, c'était aux alentours de fin 2021. Et dès que Compose, enfin les équipes de Google ont annoncé Compose comme étant stable, là on s'est mis à, on va dire, à taffer un petit peu plus les choses. On a ce qu'on appelle des chapters chez nous, donc on se réunit toutes les 2 semaines pour bosser un peu en mob programming, expérimenter des choses. Et donc, pendant ces sessions, on s'est décidé, ok, on va se mettre un peu plus sérieusement à Compose et on va vraiment tester tous ensemble pour que tout le monde parte à peu près du même niveau. Alors, dans notre équipe, on avait des mixités entre du junior au senior, donc on voulait que tout le monde parte avec les mêmes connaissances de base. Et donc, on a itéré avec on va dire, notre design system-ish de base qu'on avait avec notre view system pour tester 2-3 composants, qu'est-ce qu'on pourrait faire après. Donc là, on était sur une base de faire un peu de compose toutes les 2 semaines, pendant 2-3 heures à peu près. Par contre, à un moment donné, quand nos équipes design ont mis en place un vrai design system avec des color tokens, donc là, on avait une base solide pour démarrer un vrai design system. Là, on s'est mis à aller sérieusement sur Compose. En plus, on a les itérations suivantes, suivant la stabilité, ont permis d'avoir des améliorations de performance, etc. Donc, plus des fonctionnalités qui n'étaient pas forcément là au départ, qui ont dit, OK, là maintenant, on voit la maturité de Compose, on va un peu accélérer la cadence sur comment on peut amener ce nouveau design system créé par l'équipe design à la vie pour avoir ensuite une application full Compose dans le futur. Donc on a itéré petit à petit, on a commencé à pousser beaucoup plus de Compose à chaque chapter et ensuite de pousser du Compose à tous les sprints. Donc là, à faire des composants, etc. Donc une fois qu'on avait tous nos composants, nos molécules, assemblage de composants atomiques, on a décidé, fin de l'année dernière, là, quand on a vu qu'il y avait une certaine maturité dans le design system, ok, on migre les premiers écrans de trucs. Et depuis, c'est ce qu'on fait. On est à peu près à 20% de la migration finale. Et j'avais mis comme objectif d'aller jusqu'à 50% d'ici à la fin de l'année, parce qu'on doit aussi faire des features à côté. Les nouvelles features sont faites en Compose, mais on a quand même encore pas mal d'écrans à côté à migrer. Il faut dégager du temps par rapport aux features business. L'argent ou le côté tech cool, et des fois, il y a la balance qui se fait. Ok, donc du coup, à travers ce talk, je vais vous montrer comment on est passé du coup d'un design system à peu près view classique à un nouveau cookbook full en Compose avec un design system full Compose et l'introduction de ce design system dans nos applications. Et plus précisément, comment on est passé des premières itérations de jouer juste avec Material et le Material theme de Compose avec un bouton classique à une API un peu plus robuste et qui fit notre design system qui n'est pas forcément calé sur Material. Ok, du coup, maintenant, on va voir le côté un peu de comment on est arrivé à ce design system et comment on a pensé et itéré sur l'API de ce design system. Ok. Au départ, on a mis en place les fondations, ce qui paraît être un peu cohérent. On met en place la base. Donc là, vous avez un exemple de des boutons fournis par notre équipe design. Donc on a plusieurs états. On peut avoir plusieurs états, plusieurs couleurs. On a du plein, du filaire, etc. On peut avoir aussi juste du texte. Mais on a regardé ce qu'on avait déjà en place avec notre système view. On avait déjà à peu près ce style de bouton. On avait déjà un peu de typographie. Donc là, on n'avait pas encore les color tokens mis
par la team design. Donc, on a un peu à regarder à droite à gauche qu'on avait avec l'ancien pour dire, OK, bon, on va essayer de un peu faire du copycat avec Compose. Et en parallèle, on se synchronisait régulièrement avec la team design pour avoir enfin ces color tokens qui va nous permettre d'avoir la vraie base de notre design system. Sans ça, ça a un peu la foire au niveau couleur, typographie, etc. pour avoir un truc vraiment clean et scalable. Donc, une fois qu'on a eu ces fameux color tokens, donc vraiment les couleurs établies par l'équipe design par rapport au branding de la boîte, etc., ça nous a permis d'expérimenter beaucoup plus vite et d'aller faire les premiers composants plus rapidement. Et au début, on s'est dit, allez, on va partir sur du material theme, on va voir ce que ça va donner. On ne mettait pas en place les vrais color tokens que l'équipe design nous avait fournis. Et on a tout de suite réalisé que ça matchait pas trop. Fallait beaucoup customiser à la mano. Et du coup, on s'est dit, OK, dès qu'on a eu ces color tokens, pourquoi pas aller vers un thème full custom, en gros, qui serait une sorte de wrapper de ce thème matériel. On pourrait provide vraiment toutes les couleurs, les dimensions, les shapes, typographies, etc. Tout ce qui fait un design system, mais de version custom, parce que Material ne matchait pas exactement ce que nos équipes design nous donnaient. Donc du coup, on a construit ce bridge entre Material et notre propre, design system grâce au Composition Local Provider de Compose, qui va nous permettre au thème de on l'a appelé le tractor thème, de ce thème-là, d'avoir vraiment accès aux couleurs qu'on aura définies via le design system, aux différentes dimensions qui sont définies dans ce design system, etc. Donc avec ça, on met en place du coup nos brand colors. On a un set de couleurs qui va être utilisé dans l'application, donc on va les définir dans une classe, généralement à peu près comme ça. On a une classe assez classique. Nous, on appelait ça brand palette.kt. En gros, c'est toutes les couleurs qui vont être utilisées dans l'application. Donc ça, c'est des couleurs qui ne vont jamais être utilisées directement. Par contre, c'est des couleurs qui vont être utilisées dans notre design system via les color tokens. Bon, chaque color tokens, par exemple ici, notre base couleur par rapport au texte, c'est un neutral 600. Mais quand on va utiliser dans notre design system la couleur, on va utiliser toujours genre text.base, text.inverted, etc. Donc on va toujours utiliser ces color tokens et jamais directement les couleurs de la brand. Ce qui va permettre d'avoir une bonne scalabilité si jamais l'équipe design, je l'ai vu récemment, dit en fait on va un peu changer toutes les couleurs de l'entreprise. Alors, ça change un peu, mais au moins on ne fait pas un recherche dans tout le projet, aller chercher dans n'importe quel module où est utilisée cette couleur. Là, on va juste aller dans notre brand palette où toutes les couleurs de la brand sont définies pour la changer, une ligne, et c'est tout. Et donc ensuite, on a créé, via tous ces color tokens qu'on nous a passé côté design, on va avoir différentes classes par rapport aux différents univers. Donc color tokens par rapport au texte, par rapport aux surfaces, aux icônes, etc. Donc ça, on va le représenter comme des classes mutables qui vont nous servir de référence pour utiliser des couleurs, des dimensions, tout ça dans notre design system. Donc là, on va dire que c'est assez basique. On peut définir le thème light, le thème dark. Et grâce, on va dire, à ce système un peu de classes où on peut, au final, en faire à la demande, ça ouvre aussi la voie vers du thème un peu dynamique. On a pensé, genre, si jamais un jour notre boîte et nos designers veulent faire un thème Noël ou un thème Halloween, on pourra avoir un web service qui va nous définir différents tokens et ensuite on pourra nous les mapper assez facilement et avoir un thème dynamique dans l'application.
Avec tout ça en place, du coup, on a essayé de respecter quelques principes pour construire notre design system. On ne voulait pas avoir d'accès direct à la ligne matérielle depuis notre application. Donc, tous les composants qu'on utilise ont une abstraction, certains directement vers Fondation, donc là, il n'y a aucun souci, et d'autres vers la ligne matérielle. On ne sait jamais, au cas où, si on voulait migrer vers du compose multiplateforme, etc., pour avoir vraiment le moins de dépendance possible en direct vers Material. Ensuite, essayer d'avoir une bonne API, entre guillemets, pour faciliter l'intégration dans l'application, donc que ce soit compréhensible par tout le monde, qu'on expose les champs les plus pertinents et en gros qu'on aille le plus vite possible entre guillemets, sur la création des écrans. Ensuite, avoir des composants scalables qui permettent on va dire de changer un minimum de code pour le faire évoluer et de garder cette notion de composants atomiques et de molécules. En gros, nos composants atomiques qui seront les plus petits de notre design system en termes d'implémentation, comme les boutons, les textes. Et après, on peut avoir on va dire, des molécules qui vont reprendre ces composants de texte, etc. Donc, avoir par exemple des chips, des compound buttons comme des radio buttons, des switch, ou même beaucoup plus complexes comme des list items qu'on va exposer via le design system, mais on va dire ils seront en composition de ces petits composants atomiques. Et surtout, garder en tête d'avoir de l'interopérabilité entre notre design system actuel qui est en place dans l'application et le nouveau qui arrive en compose. Ça, c'était une notion clé parce qu'on ne pouvait pas se permettre de on va dire, freeze l'application pendant 6 mois et de tout refacto. Donc, on a poussé un premier concept et ensuite, on a itéré, créé des nouveaux composants et on va dire que tout notre design system depuis la V1 jusqu'à maintenant, a pas mal évolué de l'API à, on va dire, même sa composition en termes de package et de module management. Ok, donc là, on va se focus un peu sur le core et comment on a fait évoluer pas mal l'API de nos composants. Du coup, petit point, pourquoi de l'API design, parce que ça vous fait sentir bien d'avoir une vraie bonne API avec laquelle jouer sans trop se poser de questions. On voit une fonction, on la comprend tout de suite. Si c'est ça, c'est gagné. Du coup, ça permet vraiment d'améliorer, on va dire, la développeur expérience de tout le monde. Chaque personne qui va travailler avec ce framework, ce SDK, va tout de suite utiliser des fonctions. Et s'il y a un blocage de ouais, oui, mais pourquoi ça nous renvoie une lambda, pourquoi il faut passer ce paramètre-là, c'est quoi on va dire la dark magic derrière, c'est qu'il y a peut-être des choses à améliorer. Ça va aussi permettre d'améliorer la maintenabilité du code. On sait que l'API, si elle est claire, précise, on va pouvoir construire des écrans plus rapidement, permettre de créer des choses assez stables, maintenables, et sur le long terme, ça va être pas mal. Et ensuite, du coup, si design system et si on met en place un système d'API sur tous nos composants, ça va vraiment améliorer la réutilisabilité des composants. Ok. Vous vous souvenez de cette slide où c'était notre première itération avec juste un bouton Material. On va voir comment on est arrivé à ce bouton qui est du coup ici un bouton Outline avec un thème primary. Et il se passe plein de trucs à l'intérieur. Donc là, on lui passe les couleurs, on lui passe des dimensions, on regarde si c'est borderless ou pas, etc. Et ensuite, on va dispatcher tout stemming à notre bouton internal qui est vraiment notre corps atomique. Ok, donc au tout début, on avait une approche assez monolithe de notre design system. On a créé un module design compose, on a tout mis dedans.
ça marchait à peu près. Même si on a fait un petit peu de package management dedans, donc on a séparé quand même nos composants atomiques, les premières molécules qu'on était en train de créer avec les text fields, la partie theming et quelques utilities à côté pour que tout fonctionne bien. Du coup, ça marchait plutôt bien. Mais à un moment donné, ça devenait un peu compliqué. Donc, vous verrez qu'à la fin, on a totalement éclaté ce package et ce module. Et maintenant, on va voir comment on est passé de la step 1 à la step material à la première, on va dire, le premier refacto. Donc là, on a eu en tête OK, donc on ne va pas utiliser directement material, on va créer un wrapper autour de ce material button. Et pour pouvoir lui passer une couleur, une taille, etc., on va lui passer un style. C'est une classe qu'on va définir avec qu'est-ce qu'un bouton peut avoir. Il peut avoir une forme avec une shape. Il peut avoir potentiellement une border si on veut un peu mettre une stroke autour du bouton. Il aura peut-être une nivellation et il aura des couleurs. Parce qu'il faut penser aussi qu'il y a forcément un état pressé, un état disabled, etc. Donc il y a tout un set de couleurs. Et donc à partir de ça, on a créé des composable functions qui vont nous pré-mâcher un peu on va dire la forme de ce bouton. Donc là, on va avoir plusieurs fonctions qui vont étendre de ce button style. Et chaque fonction, chaque nom est important. Du coup, quand on va sur un peu cet API design pour que ce soit vraiment compréhensible par tout le monde, et on a créé du coup des fonctions qui s'appellent field, genre un bouton qui va être plein avec une élévation donnée, etc. Donc qui va vraiment ressembler à ce qu'on a dans notre design system. Et après, on peut avoir des outlines, etc. On va t'aimer suivant les besoins de l'écran. Et au final, on arrivait à une première itération qui nous plaisait pas mal, avec du coup la mise en place des différents styles, passer des color sets suivant les besoins. Donc, par exemple, ici, on pourrait avoir un bouton avec un style de field ici qui va implémenter un état de loading ou non, suivant si on presse dessus, ça part en loading, si on represse dessus, ça revient en normal. Donc, on va dire, via ce bouton, on a permis de faire une sorte de molécule au-dessus qui va nous permettre de faciliter les implémentations de certains états dans notre application. Et donc, au niveau de l'API, ça va donner ça. On va avoir des text buttons avec icônes. Donc, on va juste définir, au final, dans mon bouton, je veux un texte qui est stylé avec le style texte. Ou alors, mon bouton avec un icône, je vais lui passer l'icône et je veux un style un peu à outline, etc., etc. Et on pouvait aussi... on va dire un peu chaîné entre guillemets, mais je le veux plein de couleurs rouge. Donc on a défini une fonction qui s'appelle alert qui va styler le bouton un peu en mode erreur. Mais on a vu que on n'était pas hyper content de ce style et d'appuyer field et dedans une autre fonction alert. On s'est dit ok, il y a vraiment un truc à faire, on peut améliorer ça. Donc, on est parti sur deuxième version de l'API. Toujours en gardant ces systèmes de text button with icon, etc. Donc, on a gardé la même structure, la même coquille, mais par contre, on a retravaillé comment définir un style, le style de ces boutons. Donc là, on a défini, je vais le montrer juste après, dans notre theming, on a un objet qui s'appelle style. Et de cet objet style, on va pouvoir chaîner en mode builder tous les styles qu'on veut. Pour pouvoir ensuite avoir ce qu'on veut à l'écran ici, nos boutons avec les différentes formes. Donc on a appliqué un peu le builder pattern pour faire cette API de style sur nos boutons.
Donc, on a notre object style qui va définir à peu près des styles de boutons, de loader, de texte, etc. Donc, un peu tous nos composants primaires qu'on a dans notre design system. Et ensuite, dans notre builder, on va définir du coup ce qu'on veut appliquer à ce style. Donc, on peut avoir un style destruct qui est à peu près le style alerte avec les couleurs rouge. Medium, c'est venir appliquer, on va dire, des dimensions un peu plus larges sur le bouton, d'avoir un style outline avec une bordure ou pas de bordure, etc. Donc là, on est venu à une API qui, pour nous, pour l'équipe, nous semblait meilleure qu'avant. Après, on va dire, il n'y a jamais de bonne ou de mauvaise réponse. Si l'API convient à tout le monde, c'est gagné. Par contre, si quelqu'un est largué sur une API, c'est peut-être qu'il y a quelque chose à revoir et donc on peut revoir le process. Mais du coup, avec ça, c'était notre deuxième itération, mais on n'a pas encore fini. Et après, on s'est dit, OK, il y a peut-être encore un truc à améliorer en regardant surtout maintenant les Material 3. On s'est un peu inspiré de ça et on s'est dit, OK, on fait notre texte with button, button with icon, button text, etc. On s'est dit, c'est peut-être pas forcément le bon naming pour tout de suite trouver qu'est-ce que je veux comme bouton. Donc on est parti du coup on a pris le problème à l'inverse et au lieu de t'aimer avec comme j'ai ici primary.medium.field, on va laisser toute la partie, on va dire color, etc. au style, mais par contre on va tout de suite indiquer dans le nom du composant la forme qu'il a. Et donc là, ça simplifie directement genre l'utilisation de ce composant dans l'application. On a pu se dire, OK, c'est quoi, je dois utiliser quel thème, machin, tout ça. Pour nous, ça nous a semblé plus instinctif quand on a mis en place nos composants, etc. Donc, c'est vraiment on va dire du try and pas die, mais un try and iterate sur l'approche que vous avez de vos API, de vos frameworks, de vos SDK. Et donc là, on a défini du coup un composable qui s'appelle field button. Donc ça, on sait, OK, c'est un bouton plein. Et ensuite, après, on va lui passer un thème qu'on veut. OK, le thème primaire, c'est le thème classique qu'on utilise, un bouton vert. Et après, suivant les thèmes, on va avoir ou non les dimensions, les couleurs, etc. Donc là, on a d'abord la forme. Et juste qu'on passe en paramètre, c'est le theming par rapport à la couleur et aux dimensions. Du coup, avec cette, on va dire, pour l'instant, c'est la dernière en date de nos itérations. Elle est moins permissive, du coup, dans le style par rapport à l'autre, mais on se retrouve avec moins d'erreurs. In fine, sur vraiment ce qu'on veut mettre en place et, on va dire, la rapidité d'exécution. Du coup, tout ce qui est... là, j'ai montré juste une partie avec nos boutons, mais tout ce que je vous ai montré, c'est aussi applicable à nos autres composants, nos loaders, nos textes, nos sliders, etc. Donc, que ce soit nos composants atomiques ou nos molécules un peu plus complexes, on peut utiliser, on va dire, les mêmes concepts. Et on a essayé, du coup, d'utiliser derrière au maximum les composants de fondation, au cas où si on voulait se détacher de Material. Donc, ça nous a permis de développer assez rapidement pas mal de composants, quelquefois des fois de les réécrire, comme on ne voulait pas vraiment avoir du matériel accessible directement. Et on a essayé de garder au maximum on va dire, de core logic, on va dire, sur tout ce qui est du timing, etc., à l'intérieur de notre SDK, du coup, de notre design system, et exposer vraiment ce qui était pertinent côté applicatif. Et surtout, d'avoir quelque chose qui était compréhensible par tout le monde. Si toute la team comprend et trouve instinctif d'utiliser le design system, c'est gagné. Ouais. Et du coup, quand on commençait à grandir au niveau de ce design system, on a décidé de casser un peu ce monolithe, ce qui devenait un peu trop gros, et on voulait vraiment genre
avoir un beau multimodule design system. On est parti comme ça. On a splitté notre design system en différents composants avec les assets qui recoupent tous les SVG qui vont être utilisés, toutes les images qui vont être utilisées via le design system. On a le package compose qui ici regroupe tous nos composants. Compose extended, en gros, c'est une sorte de surcouche à nos molécules qui nous simplifie un peu la vie côté applicatif. Si on a par exemple plusieurs implémentations de dialogues qui sont des dialogues de type positif avec du texte, une description et un bouton vert, on a créé des sortes de composants extended qui étendent du coup des molécules qui sont définies dans le package compose. Et ensuite, on a tous nos composants qui viennent de fondation, qui permettent l'interopérabilité du coup entre le view system et compose, le bridge avec Material, la navigation, le theming, etc. Donc, pour faire simple, je vais tout de suite switch sur Android Studio pour vous montrer. Donc là, notre package principal, c'est celui-là, qui regroupe les atomes, nos molécules, donc niveau atomique. On a nos images, nos boutons, nos checkbox, divider. Donc c'est vraiment les composants de base de notre design system qui vont nous permettre de créer du coup les composants un peu plus complexes. Donc par exemple, d'avoir ici, on a nos field buttons qui sont vraiment des molécules assez basiques au final, parce que c'est juste aussi un wrapper de notre internal button, mais ça va nous permettre d'avoir vraiment un accès direct à dire je ne vais pas implémenter à chaque fois un bouton field, ça se passe avec tel et tel modifier. Non, là, on a tout de suite accès à notre field button, à notre outline, etc. On a aussi des composants plus complexes comme nos list items qui vont nous servir dans différentes listes de l'application avec un titre, une description, un leading content. En gros, on a vraiment exposé ici ce qui peut être customisé. On sait qu'un titre, ça peut être pas toujours juste un texte, ça peut être une combinaison de plusieurs composables. Pareil pour l'icône, ici, c'est même pas une icône, c'est un contenu. Du coup, ça peut être par exemple une image, ça peut être un bouton, ça peut être un switch, etc. Donc, on laisse la libre implémentation de ces parties de notre molécule à l'applicatif. Hop. Et voilà pour la partie un peu organisation, package. Et du coup, côté API design, les petits tips à retenir si vous voulez un peu améliorer votre design system avec ce système-là. Ça doit être facile d'intégration maintenant et ça doit être aussi facile d'intégration après. Par exemple, si jamais vous quittez la boîte et que quelqu'un reprend le système, il doit tout de suite trouver ses marques et avoir une facilité d'intégration. Ça doit être aussi compréhensible par tout le monde au point de vue du naming, des fields qui sont exposés dans les fonctions, etc. Donc, si c'est compréhensible par tout le monde, c'est good. Ça n'a pas besoin d'être parfait. Ça va être avec l'équipe, d'itérer, d'expérimenter, de challenger certaines parties. Donc, c'est une évolution continue. Il n'y a jamais de fin, entre guillemets, pour trouver toujours la meilleure API possible à l'instant T avec l'équipe donnée. Et bien sûr, essayer de mettre tout ça avec un max de scalabilité pour faire des évolutions du design system le plus simplement possible. Maintenant, juste un peu via notre plan de migration, comment on a mis en place les choses chez nous pour vraiment avoir le moins de temps de down possible, même 0. Du coup, on a essayé de respecter en gros un plan de migration sur, on va dire, 4 axes, l'architecture, l'interopérabilité, la navigation et le testing. Et avec ça nous a permis de faire progressivement de l'introduction de compose dans notre application existante.
pour l'instant sans grand problème. Du coup, à la base, on avait une architecture spaghetti, clean archiche, comme ça, qui était assez fastidieuse à maintenir. Et du coup, c'était clairement obsolète avec l'introduction de notre design system, avec ces nouveaux paradigmes de compose que compose un produit avec ce framework. On a décidé un peu de cleaner un peu tout ça, de faire toujours bien de la séparation de, on va dire, séparation de concerns avec d'un côté UI, domain data, tout ça ne se touche pas, mais par contre, on respecte quelques principes de clean archi sans l'appliquer un peu trop ardument. Donc, on va avoir notre écran compose qui va parler à notre view model, qui va parler aux interacteurs, qui lui-même va parler au repository et à sa data source. Et ensuite, on redispatche l'information via des flows ou via, on va dire, de la data directement, en n'oubliant pas d'avoir du mapping suivant les domaines, domaine data, domaine UI, etc. Donc, vraiment, c'est cloisonné. Et avec ça, on a un peu réduit le boudin qu'on avait ici, avec du MI, MVP, VM, BC. Bref. On a vraiment simplifié la chose et ça nous a permis déjà d'intégrer du compose un peu plus rapidement et de supprimer pas mal de code. Ensuite, l'interopérabilité. Pour nous, c'était important de pouvoir mettre du compose en prod, mais sans tout péter et tirer le spaghetti jusqu'à l'infini, et qu'en fait, introduire du compose, il faut totalement refactor l'application. Du coup, notre application, elle est faite de pas mal d'activités, de fragments et de bottom sheet fragments. Il y en a vraiment pas mal dans l'application. Et du coup, la première approche qu'on a fait, c'était OK, on va migrer tous les contenus, tout le content des fragments, et on va mettre des compose view à l'intérieur pour avoir en fait nos écrans full compose et juste d'avoir on va dire un wrapper de fragments au-dessus, tout en gardant un peu tout l'écosystème activity, fragment de navigation aussi, je vais y venir. Du coup, maintenant, la plupart de nos fragments ressemblent à ça. Donc, on a un fragment tout simple et dans le onCreateView, on return une compose view avec dedans du coup un set content où on a notre thème et notre screen en compose. Donc avec ça, on n'a pas encore d'introduction de navigation dans compose, on garde juste la navigation existante. Mais on va dire tout le corps de nos fragments activity sont en compose. Enfin, vont l'être. Du coup, une fois que tous les fragments et les bottom sheet fragments ont été migrés de leur contenu, on va pouvoir, on va dire, supprimer chaque fragment et chaque bottom sheet fragment de chaque univers. Univers, j'appelle ici, en gros, c'est nos points d'entrée de chaque activité. On a des activités chez nous de dim call, de call detail, dont chaque univers a plusieurs fragments, etc. Donc chaque activité a sa navigation en interne, peut aller vers tel ou tel écran, etc. Et donc, quand on a isolé, on va dire, une activité, c'est à partir de là qu'on va pouvoir enlever toutes ces notions de fragments et d'introduire notre navigation composant. Comme on peut aller dans une activité d'un fragment à une autre, popper une modèle, etc. Et donc, en gardant un peu ce schéma d'interopérabilité et de ce plan de migration, d'abord les contenus des fragments, ensuite, dès qu'on a une activité qui est isolée, on va pouvoir introduire la navigation. Ça nous a permis d'introduire notre navigation compose. Parce que notre navigation de base, elle est très tight à tout ce qui est activity, fragment et au view system. Ça permet de gérer la navigation dans tous les écrans, dans toutes les modèles, d'avoir des liens vers des external links, etc. En gros, j'ai mis un petit lien qui date vraiment de pas mal de temps, mais c'est comment ils sont partis pas de compose, mais de la navigation Android X de l'époque,
vers ce système de routeur qui est en place depuis, je sais pas, 6 ans peut-être, 5-6 ans maintenant. Qui fait le taf, mais qu'à ses limites, surtout si on mixe les deux, navigation compose et navigation de notre routeur, on a vu que ça créait pas mal de problèmes. Donc on s'est dit, on va aller chaque chose en son temps. Donc au début, on a regardé, genre, ok, peut-être qu'on va partir pour gérer du coup, dans notre navigation compose, peut-être Android X Navigation. C'est du peut-être c'est là, c'est dans le Jetpack. On va voir ce que ça donne. Mais au final, quand on a testé, on n'était pas super ravis de cette librairie de navigation. C'était pas super efficace pour faire de la navigation cross-module. C'était un peu fastidieux. L'API était OK, mais on n'était pas encore sur du type safe, comme ça a été annoncé là récemment avec les dernières mises à jour de la librairie. Et du coup, on a cherché quelques librairies et on est tombé sur Voyager. Et Voyager, c'est aussi l'avantage d'être multiplateforme au cas où. Donc, c'est, on va dire, en testant l'API, on s'est rendu compte que c'était vraiment pas mal et que l'API vraiment fitait ce qu'on avait besoin en termes de navigation cross-module, de developer experience et de faciliter vraiment la navigation type safe entre les différents écrans. Et au final, ça donne ça. Donc, voilà, on va dire, pour enregistrer les écrans et les routes dans notre application classique d'Android, on va avoir un screen registry qui va register toutes les routes et les écrans associés. Dans notre main screen, du coup, on va passer le premier écran. Par exemple, la Remember Screen, on va Remember la Home. Et après, dans les différents écrans, on va pouvoir accéder au navigateur qui va nous permettre de pop des écrans, d'aller vers d'autres écrans, comme ici. On va pusher vers l'écran bouton, par exemple. Et ça nous permet d'avoir vraiment un routing très typé et de passer des extras vraiment assez simplement entre les différents écrans. Donc vraiment, là, avec l'équipe et notre approche de notre design system et de notre application, on avait trouvé le bon match pour gérer la navigation dans notre application. Et ensuite, dernier point qui était primordial, c'était par rapport au test UI. On a une équipe QA dédiée qui implémente beaucoup de UI tests pour s'assurer de la fiabilité de l'application. Et quand on a fait nos premiers tests en compose, on ne s'était pas trop occupé des test tags, etc. Et quand on lui a fait tester, on lui a dit mais du coup, pourquoi tous les écrans sont pétés et je trouve aucun tag? Ah ben oui, c'est vrai qu'on les a pas mis. Et donc, on s'est mis à regarder ce qui était possible avec le framework qu'ils utilisaient, qui était Appium et UI Automator. Donc là, on a fait les premières expérimentations. Et au final, c'est assez simple de garder la même consistance entre du testing avec du Vue Framework ou du Compose. Et donc, juste au top dans votre thème, bien spécifié d'avoir un test tag as resources à true. Et ensuite, dans chaque composant que vous voulez exposer pour vos tests UI, il y a un super modifier qui s'appelle test tag. Vous le passez et de leur côté, ça va ronronner direct et il n'y aura pas de disruption entre l'ancien système et le nouveau. Donc, bien s'assurer de ça quand vous voulez mettre en place du Compose dans vos applications et que vous avez des tests UI. D'ailleurs, j'avais écrit un petit article dessus. Il y a le lien et de toute façon, il y aura les slides pour le retrouver. Vraiment, focus sur nos tests et notre approche de UI test avec Appium et UI Automator. OK. Maintenant, je vais vous faire montrer un petit peu ce que ça donne dans ce design system. Avoir un petit showcase de notre cookbook et du coup un peu l'architecture côté Android Studio. Du coup, là, on a mon running device, tac.
Et après, ceci. Pixel 7. En gros, d'avoir un cookbook, ça aide pas mal, que ce soit au point de vue design. Ça permet aux designers d'avoir une application avec tous les composants qui ont été définis et de les voir live et pas que dans un Figma. Donc de se rendre compte vraiment dans l'environnement Android, vraiment ce que ça donne. On a eu comme ça des surprises en mode ah tiens, on n'avait pas fait gaffe que cette couleur-là rendait comme ça avec une telle luminance d'écran. Donc ça a permis vraiment des fois de solutionner quelques problèmes. Et donc point de vue architecture et là pour notre sample compose. Donc en gros, on va avoir différents écrans avec différents écrans qui vont représenter les dialogues. Donc là, on utilise la navigation avec Voyager. Donc on définit un object qui va être on the screen et on définit le content dedans. C'est assez simple d'utilisation. Après, on peut créer tout et n'importe quoi. On peut voir un écran. Tac. Qu'est-ce que je vais montrer? Text screen, c'est. Non. Text screen. Donc là, c'est un écran qui est par exemple en production chez nous. Donc là, on a défini notre écran d'édition de tags où on va pouvoir communiquer avec notre view model assez facilement et définir un peu du coup tout ce qu'on a besoin pour cet écran. Vraiment, on a défini nos composants vraiment pour qu'il y ait le minimum, on va dire, d'intégration côté applicatif pour vraiment faciliter l'intégration des différents écrans et accélérer la migration et la production des nouveaux écrans pour les nouvelles features. Donc là, par exemple, on a notre cookbook où on a, on va dire, un showcase des différents boutons suivant les différentes couleurs, si c'est du critical, du secondary, du primary. Donc là, on a vraiment un état de l'art de tout ce qui est utilisé dans notre application. On a différents boutons, d'état de logging, d'état disable, etc. En mode dark mode, on peut voir aussi ce que ça donne suivant les différentes couleurs. Donc là, on peut vraiment se rendre compte comment notre design system peut évoluer dans la vraie vie, entre guillemets. Et donc, on va dire, toutes nos itérations sur les text fields, les text input, des différents dialogues, etc. Donc, c'est vraiment un showcase de tout ce qui va pouvoir être utilisé dans les applications. Hop. En dernier point, ce qu'il faut retenir, pourquoi bouger sur un design system en compose? De 1, c'est 100% Kotlin. Du coup, c'est pas mal. Permet de se détacher d'XML, etc. Du coup, bye bye les views et les composants XML. C'est aussi un support natif des coroutines et des flows. Si vous avez du reactive programming avec des flows, c'est excellent pour l'interopérabilité. Aussi, on a une meilleure consistance sur tous les composants. C'était un peu la guerre avec notre ancien design system sur d'avoir vraiment la consistance entre tous les écrans. Là, on a pu créer des composants clean et d'avoir la réusabilité des composants dans toute votre application. Et bien sûr, d'avoir un framework qui est future-proof au point de vue de la UI. Et pourquoi faire un focus sur l'API design, ça a de l'importance. Ça va permettre d'améliorer la développeur expérience, d'avoir une meilleure productivité de la team pour créer les différents écrans, faciliter le développement des features et d'avoir aussi une consistance
en termes d'API sur tous vos composants. Et bien sûr, une fois qu'on a défini le truc, il ne faut pas s'arrêter, continuer d'expérimenter. Il y a toujours des choses à améliorer. Et c'est aussi bon pour sa propre culture, des fois, d'expérimenter, de tester des nouvelles choses. Donc, j'encourage à partir dans cette optique-là. Quelques liens de documentation autour de Compose et du design system avec Compose, comment respecter les bonnes... Google a fourni des sortes de guidelines d'API pour Compose. Et 2 talks, un fait par Marton à DroidCon, qui est vraiment sur vraiment comment composer ces API de la bonne manière. Et un des derniers talks à la Google I.O. sur la scalabilité des Compose APIs, qui est vraiment excellent. Et du coup, si vous avez des questions, je serais ravi d'y répondre et merci beaucoup. Merci Julien. Une question, tu as déjà donné des éléments de réponse un petit peu, mais comment tu travailles justement avec les designers pour les design review de ton design system? Tu as dit que tu leur donnais une app, est-ce que tu as d'autres outils? Pour l'instant, non, à part le ping sur Slack. Genre, on a poussé ça, tu peux regarder. On a testé, on avait fait une expérimentation pour mettre en place du screenshot testing, mais juste de composants. En gros, pour leur fournir une sorte de mini-rapport à chaque fois que ça tourne sur Develop, Master, etc. Genre, pour avoir un peu un check à l'instant T. Ça marche bien, mais on n'est pas allé plus loin. Pour l'instant, c'était pas, on va dire, l'objectif primaire de passer là-dessus. Et ce qu'on aimerait bien mettre en place... Du coup, vous l'avez mis à quel niveau, ça? Sur le cookbook ou directement sur les composants? Sur tous les composants? Sur le cookbook, ouais. Et ce qu'on aimerait bien mettre en place, c'est vraiment d'être notifié sur le versionning des tokens. On perdait pas mal de temps, on perd d'ailleurs des fois toujours du temps là-dessus. Quand ils mettent à jour des tokens, on n'est pas notifié. Et des fois, c'est à nous d'aller chercher, genre, ce token-là a changé, ou d'aller chercher l'information. Et d'avoir une sorte de versionning sur Figma et d'alerting, ça nous aiderait quand même pas mal. Donc ça, c'est vraiment les prochaines itérations à voir avec eux. Merci. Déjà, merci pour la présentation. Moi, j'avais une question sur la navigation en vue justement des dernières sorties de Google. Est-ce que vous allez vous rediriger vers la navigation, on va dire, entre guillemets, native et délaisser Voyageur, ou vous allez rester, maintenant que Voyageur est implémenté, vous allez rester dessus? Pour l'instant, on ne veut pas partir de Voyageur. Ça match ce qu'on a envie de faire. L'API, vraiment, est assez top sur l'implémentation globale de l'application. On a vu qu'avec l'introduction du TypeSafe côté Android X Navigation, on a dit ok, c'est cool qu'ils vont dans cette optique-là, mais pour l'instant, on reste focus sur Voyager. Ouais, salut Julien, enfin salut, merci pour la presse. Petite question au niveau de l'interopérabilité. Ouais, c'est pas évident. Merci. Pourquoi vous avez fait le choix d'intégrer des Compose View dans l'existant plutôt que de faire l'inverse, d'intégrer l'existant dans une Android View ou d'autres mécanismes qui peuvent exister? En gros, c'était pour vraiment introduire du Compose comme notre design system était prêt. C'était vraiment d'introduire les premiers composants et on voulait vraiment partir d'un design system from scratch et pas réutiliser des briques de notre ancien design system dans du Compose, par exemple. Du coup, on s'est dit, ok, la meilleure approche, c'est de partir vraiment d'un truc ultra clean, notre design system en Compose, et de l'introduire petit à petit dans les différents écrans pour ensuite, après, aller sur l'extinction de notre view framework dans notre application. Ouais, merci beaucoup. J'avais une question sur l'interopérabilité aussi. Peut-être une dernière chose sur la documentation. Du coup, pour les devs, est-ce qu'ils utilisent directement, ils vont regarder la lib ils vont regarder le code du design system avec le
le cookbook, les previews, ou est-ce que tu utilises d'autres outils pour ça? Non, on n'a pas vraiment de doc à proprement parler. C'est vraiment les gens vont voir l'implémentation on va dire, du composant, de la molécule du composant atomique qui était bossé par quasiment par toute la team, quoi. Mais on n'a pas de documentation à proprement parler sur comment implémenter ça. On a une sorte de... Ouais, ou bonne pratique, c'est un peu comme ce qui est fait pour le matériel, justement. Ouais. Ça c'est bien, ça c'est pas bien. Pratique d'accessibilité aussi. Ouais, on a une sorte de cheat sheet pour dire, ok, quand tu te retrouves avec ce cas de figure-là, pars plutôt comme ça au lieu de comme ça. Mais après, c'est le seul point de documentation qu'on a sur comment migrer. En gros, c'est pas c'est un petit document confiance, c'est pas aussi poussé que la documentation matérielle sur les guidelines. Ça marche. Mais ça peut être bien intéressant. Ouais. J'en profite un petit peu là, tu parles du design system pour cette application. Ouais. Et est-ce que tu comptes l'appliquer pour une autre application ou est-ce que tu referas le travail? Non, potentiellement. Si on fait une autre application chez Aircall, on pourra réutiliser directement ce design system. Ou si alors quelques couleurs changent, il y a juste un fichier à changer. Mais théoriquement, ça va être, on va dire la même approche graphique sur les deux apps. Question? Non? Merci Julien. Petite photo. N'oubliez pas Open Feedback aussi, j'en profite. C'est le dernier de la journée. Et je vous invite à basculer dans la salle plénière pour la keynote de fin.